Alors, bienvenue dans ce premier module dans lequel on va mettre en place un certain nombre de grands principes de compréhension qu'on va ensuite, de compréhension du prix évidemment, et des comportements des acteurs boursiers qui sont derrière ce comportement de prix, afin de pouvoir bien exploiter ensuite le pattern. Premier principe que je veux partager avec vous, c'est celui du cycle de vagues boursières. Alors on va revenir un petit peu aux fondamentaux, on va revenir un petit peu aux origines. Pour certains d'entre vous, c'est récent, et pour d'autres d'entre vous, c'est assez ancien, comme moi, c'est assez ancien. Qu'est-ce qu'une vague boursière se rappeler que finalement, une des premières choses que vous avez appris, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, c'est que la bourse, c'est l'évolution du prix d'un actif. Et l'évolution du prix d'un actif, si on le regarde sur un graphique, c'est une succession de creux et de sommets, c'est donc une succession de vagues. Donc finalement, à l'origine était la vague. On peut le dire comme ça, à l'origine était la vague. Et on va revenir à ce fondamental-là, on va revenir un petit peu au tout début et reprendre, j'ai envie de dire, le problème de zéro, mais simplement l'exploiter d'une façon un petit peu neuve et nouvelle. Donc le cycle de vague boursière, je vais vous rafraîchir les esprits ou peut-être vous en informer pour certains d'entre vous. Je vais essayer de vous le modéliser ici. Je vais utiliser mon graphique, mais vierge, pour pouvoir dessiner. Et vous modéliser un petit peu la succession de comportements et d'émotions types qui se trouvent à chaque étape d'une vague boursière, mais qui aussi font la vague boursière. C'est les deux en même temps qui font. La vague fait le comportement et le comportement fait la vague. Donc je vais vous remontrer un petit peu et vous décortiquer ça étape par étape parce que ça va être très intéressant comme vous allez pouvoir le voir pour la suite. Donc première étape, on va avoir un premier point qui est celui-ci. On est sur un point de marché dans lequel le prix monte et donc du coup tout le monde est content, j'ai envie de dire. Donc je vais écrire ici, là on est sur de l'optimisme. Donc ça c'est la première étape du processus. Donc là on est sur de l'optimisme, non c'est pas ce que je voulais faire, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ouais voilà. Donc là on est sur de l'optimisme, c'est l'optimisme génère l'augmentation du prix et l'augmentation du prix génère l'optimisme. C'est pour ça que je vous disais que la vague fait le comportement et le comportement fait la vague. C'est un phénomène qui a double sens et qui est auto-entretenu. Donc première étape, optimisme. Est-ce que je peux baisser la police? Oui, ça marche. Ok, comme ça. Donc première étape, c'est l'optimisme. Les marchés montent. Progressivement, on va dire un petit peu, voilà, comme ceci. Deuxième étape, on va avoir une première accélération. Alors, je vais peut-être pour bien le caricaturer, je vais le faire plutôt comme ça, voilà. On va avoir une accélération, comme ceci, à la hausse du prix. Donc là, ça va engendrer. Donc les gens ont vu que les marchés montaient, ils se mettent à acheter parce qu'ils sont optimistes. Donc forcément, ça pousse encore plus le marché à la hausse jusqu'à un certain point, évidemment, mais on va le voir. Donc là, on va passer à une phase qui s'appelle l'enthousiasme, qui est l'optimisme, c'est j'ai un petit peu l'espoir que ça se passe bien. Et l'enthousiasme, c'est ah, ça se passe bien, donc je suis super content de voir, de constater que ça se passe bien. Donc la deuxième phase, c'est l'enthousiasme. Voilà, je vais le faire comme ça. Ensuite, on va arriver à une troisième phase, donc ça va continuer de propulser le prix. Et donc là, on a une phase qu'on peut appeler l'emballement. C'est-à-dire que là, c'est de l'enthousiasme, mais encore plus exacerbé, où là, comment dire, le cerveau rationnel commence un petit peu à se couper, en fait, à s'éteindre. Et là, c'est le cerveau reptilien qui prend le relais. Et là, l'émotion va commencer à prendre le relais et on va commencer à plus vraiment analyser de manière posée, mais on va juste vouloir faire partie du train, entre guillemets, avant qu'il ait quitté la gare et qu'on ait loupé l'opportunité. Donc là, il y a un effet, oula, c'est en train de partir sans moi, alors je veux l'attraper à temps, quoi. Ça, c'est l'effet un petit peu d'emballement. Et ensuite, on arrive à une dernière phase qu'on va appeler l'euphorie, qui est la phase ultime dans un cycle boursier. Ce qui est très intéressant avec une vague, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, j'en profite, hein, c'est que
Un cycle boursier et une vague sur un graphique, c'est exactement la même chose. Simplement, c'est juste un effet de zoom en fait. C'est-à-dire que si vous avez une vague en M1, on va parler de micro-impulsion. Et si vous avez une vague en weekly ou en monthly, là en fait on va parler de cycle boursier. En fait, c'est exactement la même chose, simplement les cycles, ça c'est la théorie de Do, hein, donc, je vous invite à vous rafraîchir la mémoire en tapant en théorie de Do, ça va être très facile de trouver la documentation là-dessus. En gros, pour faire simple, le marché est constitué de vagues qui sont elles-mêmes constituées de vagues, qui sont elles-mêmes constituées de vagues, qui sont elles-mêmes constituées de vagues, qui sont toutes imbriquées les unes à l'intérieur des autres sur des échelles différentes. On pourrait aussi parler de théorie des fractales, puisque c'est un petit peu le même principe. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, on va évidemment passer à la phase inverse. Donc, si on est sur un cycle macroéconomique pour représenter cette vague, on va parler ici d'éclatement de bulles. Mais finalement, ce cycle-là se reproduit à tous les niveaux, y compris en M1, y compris sur des vagues qui vont durer quelques secondes, quelques minutes. C'est exactement le même phénomène, mais en version micro, tout simplement, c'est un micro-phénomène, on va dire. Mais c'est exactement les mêmes comportements et le même fonctionnement qui est à l'œuvre. Euh, donc ensuite, une fois qu'on a atteint ce point maximal de prix et d'euphorie, eh bien le prix va commencer à baisser. Et là, eh bien, on était sur une gamme d'émotions qui était positive de plus en plus, jusqu'au point où les gens en fait ne réfléchissent même plus à ce qu'ils font. Ils se contentent simplement de suivre le mouvement et de plus se poser de questions. Évidemment, quand ça commence à repartir dans l'autre sens, hein, ça c'est la deuxième partie de la vague. Donc là, elle est représentée comme un sommet, mais on va voir qu'ensuite elle va succéder à un creux. Eh bien, on va avoir de l'anxiété. Donc anxiété de ça monte plus, mince, qu'est-ce qui est en train de se passer? On commence à douter, on commence à se poser des questions, on commence à se dire merde, est-ce que j'ai pas acheté au pire moment? Qu'est-ce qui va se passer? Donc eh bien on commence à avoir de l'anxiété tout simplement et une émotion négative qui commence à émerger. Le prix continue de baisser et de plus en plus vite. Alors, je n'ai pas forcément bien dessiné ici, mais je pense que vous comprendrez la logique. Et on va avoir un phénomène qui va s'appeler la négation. C'est-à-dire le fait de se dire, ça continue de baisser, mais se dire, c'est bon, c'est juste c'est normal, ça fait partie des cycles. On est dans une correction et donc par conséquent, je dois rester en position, ne pas craquer et ça va aller mieux prochainement. Donc là, on se tient un discours pour un petit peu occulter la réalité. Ensuite, ça continue de baisser. Là, on va passer à la crainte. Donc là, c'est le cycle des émotions tel que j'ai pu le voir, tel qu'il a été théorisé, hein, simplement je vous explique, hein, je ne suis pas l'inventeur de ce schéma-là, hein, simplement je vous l'explicite parce que ça va être le point de départ de travail sur cette nouvelle stratégie. On passe ensuite à la crainte. Alors là, je ne suis pas forcément d'accord parce que là, je suis en train de prendre un modèle que j'ai trouvé. Moi, je serais plutôt comme ça, vous voyez, moi je vais plutôt le mettre comme ça. La négation arrive peut-être un petit peu plus tard justement dans le processus. L'anxiété, donc l'inquiétude, on va dire, suit la crainte, ou là d'ailleurs pour moi c'est même pas encore de l'anxiété ici, parce que l'anxiété c'est fort déjà. Alors peut-être que c'est un modèle qui a été théorisé de l'anglais et mal traduit, donc moi je vais le personnaliser un petit peu, je vais mettre plutôt inquiétude ici. Voilà, c'est une petite inquiétude, voilà. Ensuite, on passe à de la crainte et de l'anxiété. Donc là, je peux mettre crainte, si j'arrive à comprendre, voilà, crainte, / anxiété. Je le mettrai plutôt comme ça, moi. Et ou parce que ça continue de baisser, donc là, l'inquiétude se transforme en vraie crainte et en vraie anxiété. Ensuite, on est dans la phase négation, où on veut toujours continuer d'y croire et on veut s'accrocher au morceau parce qu'on veut pas terminer en perte. Et donc, on s'auto-convainc, on essaie de s'auto-convaincre que non, c'est juste une correction et que ça va repartir. Ensuite, après cette phase-là, ça continue encore de baisser. Et là, on entre dans la phase qu'on appelle panique, tout simplement. La panique, où là, le fait de s'auto-convaincre que c'est une correction ne marche plus parce qu'on voit bien que la réalité nous montre quelque chose de différent. Et là, c'est tout le monde
tout le monde quitte le navire, tout le monde saute à l'eau et c'est sauf qui peut, quoi. Et enfin, la dernière phase pour moi de ce cycle, je vais simplifier un petit peu par rapport au modèle que j'avais, c'est le découragement slash dépression, quoi. Donc là, évidemment, à ce moment-là, bien sûr, vous vous en doutez, on arrive au creux de la vague. Le sommet de la vague, c'était ce point-là, le point d'euphorie, avant de basculer sur l'inquiétude. Et le symétrique opposé en creux de vague, c'est évidemment le découragement ou la dépression, appelez ça comme vous voulez, qui précède le fait que le prix recommence à partir vers le haut. Et là, ça va générer eh bien, exactement l'inverse de l'inquiétude, c'est-à-dire l'espoir. Là, on était inquiet que ça baisse, et là, on a l'espoir que ça remonte, donc c'est le sentiment, j'ai envie de dire, symétriquement inverse. Et enfin, là, la boucle est bouclée, puisque quand ça continue à monter ensuite, à quoi est-ce qu'on passe? Je vous le donne en 1000. À l'optimisme. Et voilà. Et donc là, on a un cycle intégral de marché. On a deux vagues, hein, enfin les deux types de vagues, c'est-à-dire la vague de type sommet et ensuite suivi par la vague de type creux. Et évidemment, le marché boursier est une succession de creux, puis de sommets, de creux, puis de sommets, de creux, puis de sommets. Quel que soit le niveau de zoom auquel vous allez regarder, vous allez retrouver exactement la même chose, simplement sur un niveau de zoom élevé. Ça va être ce comportement, vous allez le retrouver chez les investisseurs, les holders, les gens qui font du long terme, alors que ce cycle-là va être extrêmement accéléré en M1 ou en TIC chez les scalpers. Et puis évidemment, entre les deux, il y a toute la gamme de traders intermédiaires. Donc pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Eh bien pour vous rappeler, c'est le deuxième point, que les marchés sont avant toute chose émotionnels. On finit par oublier très souvent ça, alors pourtant c'est le nez au milieu de la figure, c'est la vache dans le couloir, que on a une énorme, comment dire, schizophrénie, parce qu'on a généralement en tant que trader hautement conscience soi-même d'avoir des émotions et d'en être dépendant, voire même d'en être victime. Et on a hautement conscience du fait qu'il faut faire attention à ces émotions, il faut les maîtriser, il faut savoir quand lâcher les manettes quand on se sent trop émotionnel. On travaille beaucoup là-dessus. Donc on a à la fois hautement schizophréniquement, j'ai envie de dire, à la fois autant conscience de notre propres émotions, mais on le dénie, on interdit aux autres d'en avoir. C'est-à-dire qu'on s'imagine que nous, on a des émotions, mais que quand on regarde les graphiques, on oublie que les graphiques, c'est d'autres mecs comme nous qui ont aussi des émotions. Et on analyse très souvent les graphiques à force d'être tout le temps dans un monde mathématique et géométrique, un monde de raison, puisqu'on voit des graphiques, on voit des chiffres, on voit des traits, on voit des indicateurs, on voit des formes géométriques, on voit toutes ces choses-là qui ne sont pas émotionnelles, mais on oublie que ces choses-là qui ne sont pas émotionnelles retranscrivent un comportement émotionnel. Mais comme on a la tête toute la journée, pas en face d'une personne avec qui on est en train de discuter, où on peut observer sur son visage et dans la tonalité de sa voix des émotions, vous voyez, quand vous êtes, par exemple, si votre métier c'est commercial, vous travaillez avec l'émotion. C'est facile de ne pas oublier que ce avec quoi vous travaillez, c'est l'émotion, puisque vous avez un client en face de vous qui a une émotion. Ça peut être commercial ou n'importe quel métier qui est en contact avec d'autres êtres humains. En fait, quasiment la plupart des métiers, en réalité, on travaille avec d'autres êtres humains. Et la bourse, c'est un des rares métiers dans lequel ce qui est juste en face de nous, de notre nez toute la journée, c'est des chiffres, des traits et pas d'êtres humains. Mais en fait, les êtres humains, ils sont là. Simplement, il y a une espèce d'intermédiaire entre moi et l'être humain qui est en face. Donc, quand je vends l'acheteur qui est en face et quand j'achète le vendeur qui est en face, ce sont ces graphiques. Donc, autant on a conscience de notre propres émotions, autant on oublie que les autres en face en ont et on s'imagine que le marché boursier, cette espèce d'entité énorme et impressionnante, est sérieuse, sait où elle va, et qu'il y a
que le marché, que les décisions du marché sont la vérité et que du coup tout est bien équilibré comme il faut et que les décisions au final sont les bonnes. Et en fait, évidemment, pas du tout. Donc, petit rappel, les marchés sont avant tout émotionnels et on va travailler justement à exploiter les émotions des autres dans cette stratégie. Troisième point, par rapport aux algos. Peut-être que certains d'entre vous, donc je vais anticiper la remarque que certains d'entre vous pourraient me faire en me disant oui, mais Sylvain, maintenant en face de moi, c'est de moins en moins souvent des êtres humains et de plus souvent des robots. Des logiciels, des robots, des algorithmes, du trading haute fréquence, etc. Donc des ordinateurs. Donc par conséquent, les ordinateurs n'ont pas d'émotion. Donc je travaille avec un comportement de marché qui est non émotionnel. Laissez-moi vous rappeler, pour ceux qui pourraient se poser cette question-là, elle est légitime, que les algorithmes, exactement comme vous, comme n'importe quel être humain, exploitent le prix. Le prix, qu'est-ce que c'est? C'est une émotion. Donc les algos, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amplifier les émotions en fait. C'est-à-dire que un algorithme, il va pas travailler, il va essayer de suivre le prix, hein. Si le prix monte, il va essayer de l'acheter et de le revendre plus haut. Et si le prix descend, il va essayer de le vendre. Je veux dire, il n'y a pas de magie ou de miracle particulier par rapport à ça. Donc que ce soit un ordinateur ou un être humain, il va essayer de suivre le prix. Donc l'algorithme, il suit le comportement, que ce soit voulu ou pas, il suit, en suivant le prix, il suit le comportement émotionnel. Et donc, il va simplement s'ajouter à la meute de tous les moutons qui vont amplifier les mouvements que je viens de vous montrer, hein. C'est-à-dire qu'on commence par un mouvement, on va dire modéré, puis il accélère de plus en plus. Donc, dans cette phase-là, vous allez retrouver des humains, mais aussi des algorithmes qui vont travailler exactement de la même façon parce que il n'y a pas le choix en fait, de toute façon. Et n'oubliez pas aussi que les algorithmes sont créés par qui? Sont développés par qui sont développées les stratégies? Par des êtres humains. Voilà. Et de toute façon, toutes les grandes décisions encore aujourd'hui boursières, c'est-à-dire des grands fonds d'investissement, etc., sont prises par des êtres humains. Aujourd'hui, les grands fonds d'investissement gérés par Warren Buffett, par exemple, mais il y en a plein d'autres, c'est des êtres humains qui se réunissent chaque jour, chaque semaine et qui prennent des décisions par rapport à ça. Les algorithmes ont un impact en termes de volume qui est certes fort, mais un impact en termes de décision qui est minime. Voilà donc ce que je voulais dire par rapport à ça. Et pour conclure sur ce premier principe, tout le monde travaille les vagues. Finalement, puisque tout le monde voit les vagues, connaît les vagues, les comprend plus ou moins bien, mais en tout cas, n'importe quel trader, même un débutant, va arriver sur un graphique et dire ah tiens c'est marrant, ça monte et ça descend en permanence. Voilà, naïvement il a compris, identifié, pas forcément compris, mais identifié ce qu'était une vague. Donc tout le monde travaille les vagues. Et la question que je me suis posée aux origines un petit peu de la création de cette stratégie, c'est repartons sur ce fondamental-là en n'oubliant pas que les marchés sont émotionnels et que sinon on a des émotions, les autres aussi, et que ça se retranscrit dans le prix, et que le prix n'a pas raison, entre guillemets. Le prix est simplement la représentation de l'extravagance et de l'exagération des décisions humaines à cause des émotions. Et donc cette forme-là d'irraisonnabilité, de non-raison, le prix l'est aussi finalement. Donc on pourrait dire que le prix est déraisonnable quelque part. Donc tout le monde travaille les vagues. Et la question que je me suis posée, c'est et si on sortait de la boîte? Enfin, et si je sortais de la boîte? Je me dis, comment en partant de ce principe fondateur-là, plutôt que encore une fois créer une 50 milliardième stratégie qui travaille de manière, j'ai envie de dire, classique sur les vagues, eh bien, je prenais pas quelque part le problème d'une manière un peu à l'envers et en sortant complètement de la boîte de raisonnement que m'offre d'habitude le travail avec les vagues. Comment on fait, et ça va me permettre de basculer maintenant sur le deuxième principe que je voulais vous énoncer, le deuxième grand principe théorique fondateur de cette stratégie Darwin Trading, c'est les zones émotionnelles extrêmes. Donc si vous êtes observateur, on va reprendre mon petit graphique ici. Quels sont les points extrêmes? Donc où est le sommet et où est le creux?
Évidemment, je vais vous le dessiner, mais vous-même si vous l'avez déjà vu, pour bien se le matérialiser. C'est évidemment ici et ici. Voilà. Donc, le sommet de cette vague, donc le point le plus haut du sommet, il est ici, entre l'euphorie et l'inquiétude. Et le point le plus bas du creux, c'est évidemment au moment de découragement, juste avant de reprise de l'espoir. Donc à quoi correspondent donc graphiquement, on a ici le sommet et ici le creux. À quoi est-ce que ça correspond en termes d'émotion? Sur le sommet, ça correspond à l'euphorie extrême, à l'euphorie maximale. Et sur le creux, ça correspond au découragement, à la dépression, au désespoir extrême. Voilà. Donc le sommet, c'est l'extrême euphorique et le creux, c'est l'extrême de désespoir. Donc étudions d'un petit peu plus près ces deux points-là qui vont énormément nous intéresser évidemment dans le pattern. Vous allez commencer évidemment à le comprendre ou le deviner. Dans l'euphorie, tout le monde a acheté, mais personne n'ose vendre. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où toutes les personnes qui potentiellement avaient à un moment donné l'intention d'acheter cet actif l'ont fait. Et c'est pour ça qu'évidemment, c'est le point maximum de prix, que le prix n'augmente plus au-delà de ce point-là et après recommence à partir à la baisse, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. À ce moment-là, il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus personne pour acheter parce que toutes les personnes qui ont acheté l'ont déjà fait au cours de cette montée. Les gens qui utilisent des stratégies de trading, j'ai envie de dire, classiques et qui maîtrisent quand même le trading, généralement, ont pris position. Je vais vous montrer avec une petite flèche. Ont pris position. Et moi, c'est ce que je fais dans mon trading, dans mes autres stratégies de trading et ce que je vous enseigne, c'est de prendre position soit sur l'optimisme, soit sur l'enthousiasme. C'est généralement des points de take-off intéressants qui sont un bon compromis entre le risque et la certitude que c'est bel et bien en train de repartir, mais c'est pas trop risqué parce qu'on a déjà suffisamment de preuves entre guillemets que c'est en train de partir. Donc la plupart des stratégies de trading sont à l'achat à ce moment-là, sont positionnées soit ici, soit ici. Ceux qui vont entrer plus tard, donc à l'emballement et l'euphorie, généralement, ce sont tout simplement les débutants ou les traders qui sont inexpérimentés ou les traders qui ont une mauvaise stratégie ou les traders peut-être qui ont une bonne stratégie mais qui ne maîtrisent pas du tout et qui ne contrôlent pas du tout leurs propres émotions et qui vont entre guillemets craquer. Alors à l'emballement, parfois on peut encore sauver la mise, mais à l'euphorie évidemment, c'est évidemment trop tard et on se retrouve, le prix se retourne et on se fait manger son stop. Et évidemment, dans l'autre phase, dans le découragement, tout le monde, c'est évidemment l'inverse, tout le monde a vendu, mais personne n'ose acheter. Donc là, évidemment, dans le comportement inverse, les stratégies habituelles, y compris les miennes, vont se positionner généralement ici. Oula, merde, pardon. Dans l'autre sens, voilà. Vont se positionner ici ou ici. Donc bon, il n'y a pas vraiment de point précis, mais disons quand le mouvement a commencé à être amorcé, donc soit ici, la plupart des traders qui sont, j'ai envie de dire, sérieux, vont se positionner par là. Et ensuite, pareil, vous allez avoir les débutants et les gens qui ne maîtrisent pas leurs émotions qui vont entrer dans la phase négation et dans la phase panique. Voilà. Donc ce qui est intéressant de constater, c'est qu'évidemment, les deux cas de figure sont exactement les mêmes, simplement ce sont les symétries inverses. Et dans les deux cas, à ce moment-là, donc à la phase d'euphorie maximale et à la phase de découragement maximal, eh bien il n'y a plus personne pour poursuivre ce mouvement. Et les premières prises de profit ou les premières prises de perte, ça dépend comment on était positionné, vont bientôt débuter, qui seront suivis ensuite par les contrariants et qui seront suivis ensuite par les suiveurs de tendance. Donc si je vous représente entre guillemets graphiquement ce que je viens de dire à l'instant, ici à ce moment-là, on est sur le point maximum d'euphorie dans lequel il n'y a plus personne pour acheter parce que toutes les personnes, toute la gamme d'acheteurs à ce moment-là, s'est déjà positionnée. Du mec qui avait pris position en contrariant à l'achat ici,
au trader qui avait pris position en suivi de tendance ici, au trader un peu inexpérimenté et aux traders qui font n'importe quoi avec leurs émotions. Donc voilà, toute la gamme de traders est en position à l'achat, donc tout le monde est là, quoi. Voilà, donc du coup, ça ne peut plus pousser à la hausse. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à y avoir des prises de profit qui vont commencer à déclencher enfin des prises de profit ou de pertes, mais des prises de position dans l'autre sens, parce que forcément, il n'y a plus que ça à faire, entre guillemets, qui vont commencer à faire baisser le prix. Ensuite, les contrariants à cet endroit-là à peu près vont commencer à prendre le relais. Ensuite, les suiveurs tendance vont prendre le relais. Ensuite, les traders inexpérimentés vont prendre le relais. Et les traders qui maîtrisent absolument rien de leurs émotions terminent l'ordre de marche. Et on recommence pour un tour. C'est valable en M1, en M5, en M15, en H1, en H4, en D1, en weekly et en monthly. Le même phénomène, évidemment, se déplie pas sur la même temporalité. Donc intéressons-nous d'encore un petit peu plus près, c'est le troisième principe où on va parler de risque-récompense. Intéressons-nous à ces zones-là justement, donc qu'on a ici en violet, ici et là. Et on va continuer de creuser exactement à cet endroit-là qui est un petit peu l'œil du cyclone dans lequel d'habitude il n'y a personne. Ici il n'y a personne. Ici il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus de vendeurs. Ici, pourquoi il n'y a plus d'acheteurs? Parce que les acheteurs, ils ont déjà acheté. Et pourquoi il n'y a pas encore de vendeurs ici? Parce que personne ne serait assez fou, entre guillemets, ou à la marge pour vendre alors qu'on est dans une propulsion. En réalité, ce serait plutôt comme ça qu'il faudrait mettre. Là, je mets un ralentissement, mais parfois, c'est pas un ralentissement. Ça peut être soit un ralentissement, soit même une accélération. Ça dépend un petit peu de la situation. Et d'ailleurs, le fait qu'ici, on ait à faire un ralentissement, donc là on serait plutôt comme ça, ou une accélération, on serait plutôt comme ça, va être justement, la stratégie va justement naturellement différencier les deux comportements. Vous allez voir que c'est très très intéressant. Gardez ça, ce que je viens de vous dire à l'instant, en tête pour la suite de la formation, au cas où j'oublie à vous recalquer cet élément théorique-là quand je vais être dans le pattern. Gardez-le dans un coin de la tête et éventuellement pensez bien à me faire la remarque pour que je puisse l'expliciter en commentaire ou sur le forum, ou etc. Donc intéressons d'un petit peu plus près à ces points qui sont l'œil du cyclone, dans lequel il n'y a plus d'acheteurs parce que tous ceux qui voulaient acheter ont acheté, et il n'y a pas encore de vendeurs parce que personne ne veut vendre alors que c'est en train de propulser dans le sens contraire à tire-larigot, plus ou moins rapidement en fonction des situations. Imaginons qu'on puisse, ou en tout cas qu'on prenne position malgré tout à ce moment-là. Faisons pour l'instant une simple réflexion hypothétique en prenant position à ce moment-là et calculons le ratio risque-récompense en imaginant qu'on puisse entrer à ce moment-là. Alors, on va utiliser un outil que vous allez beaucoup voir dans cette formation et ensuite beaucoup utiliser. Ça va être votre nouvel outil favori graphique. C'est l'outil graphique qui est en natif dans TradingView et qui est donc disponible sur l'outil cotation en bourse, qui permet ici, vous voyez, de mesurer, entre autres choses, le ratio risque-récompense potentiel d'une position. Donc là, on est en short, donc mettons le nom ici. Mettons un stop donc juste au-dessus du point le plus haut, comme ceci. Et ensuite, mettons une target qui correspond tout simplement à avant que le prix commence à démarrer sa phase de hausse, qui représente une target tout à fait légitime et visible. Donc, on va aller de l'autre côté. Comment est-ce qu'on se retrouve en faisant comme ça? Eh bien là, je veux un risque récompense, bon c'est hypothétique, qui est à 15. C'est-à-dire que vous avez un risque de 1. C'est-à-dire que vous mettez 1 sur la table, vous disiez ok je peux perdre 1 et potentiellement si ça se passe bien, je peux gagner 15. Donc on a un risque récompense sur ces zones-là qui est le plus élevé possible. Pourquoi? Parce que tous les autres points d'entrée, c'est une réflexion très schématisée, très théorique. Évidemment, on verra que dans la pratique, c'est un peu plus bordélique que ça, mais ça me permet de bien vous expliquer le principe fondamental. En imaginant qu'on prenne position donc, avec les contrariants. Donc les contrariants, d'habitude, ils prennent position ici. On se met au même point en stop maximum ici et on va chercher exactement la même target parce que voilà, c'est là où c'est évident. Et bien, donc en gardant le même stop et le même take profit, au lieu d'être à 1 pour 15, et bien là on est à 1 pour 3, à peu près on est à 1 pour 2,85, je peux descendre un peu voilà, pour arrondir. On est à 1 pour 3, donc c'est toujours très bien, mais c'est déjà beaucoup moins bien que 1 pour 10 ou 1 pour 15. On descend encore d'un cran.
Donc là, on est sur les suiveurs de tendance. Donc toujours, on positionne notre stop au même endroit et notre take profit au même endroit. Et là, on se retrouve sur le classico, vous voyez, 1 pour 1. Là, c'est le classico 1 pour 1 sur les stratégies de suivi de tendance traditionnelles, à partir du point de lequel soit on va prendre un profit au moins un profit partiel, ou un profit total, ou on va tenter le risque, mais on va remonter le stop à break-even. En tout cas, c'est un point dans lequel on va agir en termes de money management d'une façon ou d'une autre. Ici, on sera 1 pour 1. Évidemment, tout ce qui est au-delà, il ne faut pas faire, évidemment, mais c'est là où, évidemment, les traders inexpérimentés entrent en jeu. Eux, ils vont se retrouver à être 1 pour 0,5, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont risquer 2 pour gagner 1. Et ceux qui cèdent complètement ici à leurs émotions, ça va nous faire du 4 pour 1, c'est-à-dire risquer 4 pour gagner 1. Et moi, je vous ai toujours enseigné dans toutes mes formations d'être au minimum, toujours à 1 pour 1, ce qui correspond aux stratégies de tendance. Donc voilà pour ça. Donc on se rend compte de quoi? Que si on mesure le risque-récompense sur les différents points d'entrée, et en particulier donc ces zones-là, on se rend compte qu'elles sont en ratio maximal. C'est-à-dire que l'endroit où le meilleur ratio qui puisse possible d'avoir en entrant en position se trouve exactement sur ces zones extrêmes, ici et ici, où d'habitude il n'y a personne. Donc en risque, plus personne ne veut ou ne peut continuer le mouvement à ce moment-là. Et en récompense, alors ce qui est bien, oui pardon, excusez-moi, je vais reprendre. Pourquoi est-ce qu'on a un risque-récompense qui est maximal sur ces zones-là? Tout simplement parce que notre risque ici, donc je vais reprendre le truc. Notre risque ici, donc notre stop, hein, tout simplement, en le positionnant donc dans cette zone-là à peu près. Bon, c'est pas, voilà, je suis pas sur un graphique, c'est juste l'idée générale. Notre risque ici, on le positionne, donc notre stop, l'endroit où on fermera le trade en perte si ça se passe mal, il est juste au-dessus, alors dans ce cas de figure-là, hein, ce serait juste en dessous dans ce cas de figure-là, hein, c'est tout réversé, juste au-dessus de l'endroit où plus personne ne veut ou ne peut continuer le mouvement. Donc finalement, c'est un stop qui est très solide, parce qu'on sait, entre guillemets, enfin on sait, non on sait pas, mais je vais vous donner justement, le but de la formation, ça va être de vous donner des outils pour savoir que justement là, on est sur le point maximal, et que, eh bien, si on pense en tout cas que c'est le point maximal d'euphorie qui a été atteint ici, eh ben, le prix il va plus continuer à monter, donc parce qu'il n'y a plus personne ne voudra ou ne pourra se positionner pour faire pousser à l'achat et pour faire pousser encore le prix à la hausse. Donc finalement, notre stop est bien en sécurité ici. Et en récompense, c'est légitime ici aussi de positionner la récompense comme je l'ai pris ici. Alors, il faudra peut-être plutôt que je le mette ici. Et bon, voilà, c'est pas très précis mon schéma, mais vous avez compris le principe. Si je me mets au point de départ ici, là, le stop donc est légitime. Le positionnement du stop est légitime et le positionnement du take profit est lui aussi légitime, puisque c'est simplement aller au moins, je dis bien au moins, hein, rattraper, si on est bien sur le point de retournement ici, rattraper le niveau initial dans l'autre sens et pourquoi pas après continuer à la baisse si c'est le début d'une tendance baissière ou continuer à la hausse si c'est le début d'une tendance haussière, mais au moins à minima en étant vraiment safe, d'aller récupérer la montée précédente. Et ça représente évidemment un point d'attraction et un point d'attention que tout le monde voit. Et c'est aussi pour ça qu'il est très safe. Alors ça va me permettre maintenant de basculer sur le quatrième et dernier grand principe théorique que je voulais partager avec vous avant d'attaquer la suite et commencer à mettre en place le setup de trading pour identifier, on va dire, la théorie derrière le fait d'identifier ces zones-là et de savoir comment identifier ces zones-là et comment déclencher un trade à ce moment-là. Avoir une confirmation de déclenchement. Première chose, tous les creux et sommets ne sont pas des extrêmes. D'ailleurs, c'est ce que je voulais vous dire, de me rappeler, de me poser la question dans le principe juste avant, mais du coup, c'est bon, en fait, je l'avais noté, donc c'est bon. Tous les creux et sommets ne sont pas des extrêmes. En fait, là, les deux exemples de sommet et de creux que je vous ai donnés là sont les deux des extrêmes. Pourquoi? Parce qu'on est dans des situations, si je fais un peu le ménage, en fait, j'ai pas forcément bien tracé, je devrais le faire plutôt comme ça, voilà. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que ici, ça c'est un sommet extrême
parce qu'on a une accélération à la hausse du prix par rapport à la vitesse de montée précédente. C'est-à-dire qu'on a le fameux phénomène de bulle spéculative et d'effet parabolique, c'est-à-dire que exponentiellement, le prix commence à monter doucement dans la phase d'optimisme, un peu plus rapidement en enthousiasme, encore plus vite en emballement, et même si je ne l'ai pas très bien dessiné, encore plus vite en euphorie. Et là, on peut considérer, sur ce creux-là, qu'on est sur un extrême émotionnel, j'ai envie de dire. Si je voulais vous tracer un sommet qui n'est pas de ce type-là, on aurait exactement la même chose, mais en fait, ça ferait un truc du style comme ça. Voilà. Et là, évidemment, je vais vous dessiner l'inverse si je peux. Tac et tac, voilà. Donc là, vous voyez bien la différence. Enfin, vous voyez bien, j'espère, vous voyez bien, même si je ne suis pas un très, très bon dessinateur. Entre ici, un bout pointu, j'ai envie de dire, ici et ici, et là, un arrondi, si je le simplifie à l'extrême dans la description du phénomène. Ici, on n'est pas sur un sommet d'extrême émotionnel, et ici, on n'est pas sur un creux d'extrême émotionnel parce que ça vient s'écraser mollement. Dans la descente, ça vient s'écraser mollement sur un niveau d'épuisement. C'est un petit peu, en fait, c'est les mêmes phénomènes psychologiques ici et ici. Simplement, c'est l'amplitude émotionnelle qui ne va pas être la même. C'est-à-dire que ici, on va vraiment être dans des très fortes émotions, alors que ici, également, il va y avoir une phase d'optimisme. Et ici, il va y avoir une phase un petit peu de découragement, mais elles ne vont pas être aussi populaires et il ne va pas y avoir autant de personnes sur les marchés à ce moment-là, sur cet instrument, qui vont ressentir cette émotion ou qui vont la ressentir aussi fortement. Donc c'est pour ça que je vous dis, tous les creux de sommet ne sont pas des extrêmes, ce sont des maximums de zones. Donc là, c'est mon maximum de sommet, ça c'est mon maximum de prix de creux. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans ce que j'appelle un comportement extrême, un comportement de prix extrême et un comportement émotionnel extrême. Et nous, évidemment, on va travailler sur ces niveaux-là, mais uniquement quand ils sont dans un comportement émotionnel extrême. Évidemment, parce que ça, sinon, c'est pas intéressant. Déjà, c'est difficile, beaucoup plus difficile à identifier que ça et ça. Et ensuite, la perspective de gain, elle est complètement écrasée parce que ça a monté mollement, donc ça va redescendre mollement aussi. Donc, le perspective de récompense, elle est pas intéressante, tout simplement. Voilà. Et il va pas y avoir la même réaction épidermique sur certains niveaux, comme on va pouvoir le repérer, l'identifier et l'exploiter dans le pattern. Donc, tous les creux et sommets ne sont pas des extrêmes, mais je vous apprends à les détecter. Les zones extrêmes sont prévisibles. Vous pouvez prévoir. Alors, quand je dis prévisible, c'est pas dans le sens que vous allez pouvoir savoir quand dans le futur ça va arriver. Ça arrive quand ça arrive et on le constate à ce moment-là, c'est toujours pareil. Prévisible, je le dis dans le sens où vous pouvez identifier avec une grande certitude quand vous êtes dans une zone extrême. C'est ça que je veux dire. Le déclenchement d'inversion, c'est-à-dire le moment où on a atteint un épuisement total de volonté d'aller plus haut et qu'il n'y a plus d'acteurs de marché pour participer à ce run-là et que ça commence à repartir à la baisse et qu'il commence à y avoir des premiers ordres à la vente ici, eh bien, ce comportement-là, à ce moment-là, donc le déclenchement d'inversion, il est également prévisible. Donc la zone en elle-même, donc la zone, je peux vous la dire, ça on peut dire que c'est la zone, d'accord, d'extrême, et là c'est la zone d'extrême, et le point précis, enfin, ou quasiment immédiat de déclenchement ici, juste après, et ici, juste après, il est également prévisible. Enfin, il est également identifiable. Il y a des cas de figure où il ne le sera pas, mais c'est pas grave dans le sens où, ok, s'il y a, mettons, 10 retournements extrêmes et qu'on peut en identifier avec nos outils que 5, c'est pas grave. L'important, c'est pas de tous les identifier et de tous les attraper. C'est pas des Pokémon, hein. Attrapez-les tous. C'est juste que quand on en a identifié un, on a une grande sécurité et garantie que c'en est bien un. Voilà, c'est ça qui importe. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va identifier les zones et comment on va identifier les déclenchements d'inversion?
avec les statistiques. On va utiliser les statistiques. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de vous taper des Excel à renseigner des chiffres et à utiliser des formules mathématiques probabilistes complexes, puisque on va utiliser un instrument qu'on va appliquer sur le graphique qui va automatiquement nous calculer en temps réel ces statistiques qui vont nous permettre d'une part d'identifier les zones extrêmes et d'autre part d'identifier les inflexions, les inversions dans ces zones-là. Cet instrument-là va être notre couteau suisse pendant la formation. On va l'utiliser de plein de manières différentes. Des manières que probablement, même si vous connaissez très certainement déjà cet instrument, en fait, quand vous allez vous dire, en fait, c'est ça l'instrument qu'on va utiliser, vous allez dire, ah bah oui, mais en fait, c'est ça. Oui, mais après, il faut savoir s'il y a une façon de l'utiliser. Hein. Avec, pour vous donner un exemple qui va me permettre de conclure donc ce premier module dans lequel je vous ai enseigné un certain nombre de grands principes, euh, tout le monde peut utiliser un pinceau, tout le monde n'est pas Léonard de Vinci. Ok, donc voilà. Donc l'instrument que je vais vous donner, vous allez me dire ah bah oui, je le connais. Bah, de la même manière que vous allez pouvoir aller acheter un pinceau au magasin de peinture du coin, comment dire, un tableau blanc, et puis commencer à peindre. Et là dire bah oui, Sylvain, t'es gentil, mais je savais déjà qu'il fallait utiliser un pinceau et un tableau blanc. Oui, mais évidemment, moi ce que je vais vous apprendre, c'est comment utiliser ce tableau pour faire la Joconde avec et pas faire le dessin de votre cousin de 3 ans. Voilà. Donc sur comment dire, sur cet exemple un petit peu fleuri, voilà, où j'essaie de mettre un petit peu d'humour et de légèreté aussi dans cette formation, eh bien je vais conclure donc ce premier module. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire, en forum, en canal élite, en tout ce que vous voulez, en signe de fumée si vous voulez communiquer comme ça avec moi, en morse, etc. Bon, ça sera un peu plus compliqué pour moi de vous répondre, mais je peux essayer. Et bien on va pouvoir passer au module suivant qui est le setup de trading pour mettre en place cette stratégie.